Bon, je pense que euh, on peut, on peut commencer. Euh, j'ai commencé l'enregistrement. Alors, je vais faire une très courte introduction pour pouvoir commencer après. Premièrement, je dis bonjour à tout le monde et je vous remercie de participer dans notre webinaire. Quelques mots sur le webinaire. Comme tout le monde le connaît, l'intelligence artificielle générative transforme rapidement notre société et aussi bien l'enseignement supérieur qui ne fait pas d'exception. Notre webinaire vise à explorer l'impact croissant de l'intelligence artificielle générative dans l'enseignement supérieur et sera, on espère, une réflexion collective sur les finalités de l'enseignement supérieur à l'ère de l'intelligence artificielle. En même temps, le webinaire souhaite mettre en lumière la spécificité et la richesse de l'approche francophone face aux défis posés par l'IAG dans l'enseignement supérieur. Nous avons le plaisir d'accueillir 3 experts renommés en intelligence artificielle. Monsieur Benoît Leblanc, il est professeur d'intelligence artificielle à l'École normale supérieure de cognitique de Bordeaux. Il est spécialisé en sciences cognitives appliquées. Ses activités de recherche portent sur la gestion des connaissances, les systèmes de raisonnement symbolique et sur les rapports entre confiance et décision. Directeur adjoint de l'ENSC et président d'une association nationale de professeurs de Knowledge Management, Club Gestion des connaissances. Il est membre du bureau de rédaction de la revue scientifique Hermès, CNRS, et a été pendant 5 ans chargé de mission à la Direction générale de la recherche et de l'innovation pour les dossiers liés à l'intelligence artificielle. Il est un expert reconnu dans l'intelligence artificielle. Il a été chargé de mission sur la stratégie de IA du ministre de la Recherche pendant 2014 jusqu'à 2019 et il a été élu en 2021 président de l'Association française pour l'intelligence artificielle. Merci, monsieur le professeur, d'être avec nous. Merci à vous. Monsieur Colin de la Higuera, il est professeur en informatique à l'Université de Nantes. Depuis 2017, il est titulaire de la chaire UNESCO Open Educational Resources, en français ressources éducatives libres, en particulier en intelligence artificielle. Ses travaux de recherche concernent l'apprentissage automatique et en particulier l'inférence grammaticale. Il a été le président fondateur de la Société informatique de France et en 2015, il a contribué à lancer le projet ClassCode, dont le but est de former au code et à la pensée informatique enseignants et éducateurs en France. Aujourd'hui, il est un des directeurs de la fondation Knowledge for All. Il est responsable du groupe de travail sur l'éducation ouverte au sein de European University for Wellbeing et a reçu le prestigieux prix Open Education Global Award dans 2024. Merci, monsieur le professeur, d'être avec nous. Merci, je suis ravi d'être là. Ștefan Treușan Matu, il est professeur à l'Université Polytechnică de Bucarest, en Roumanie. En ce moment-là, le nouvel nom de l'université est l'Université nationale de sciences et technologies Polytechnică Bucarest. Il a bénéficié d'un postdoctorat à l'Université Drexel en Philadelphie aux États-Unis. Il est en même temps chercheur principal à l'Institut de recherche en intelligence artificielle de l'Académie roumaine. Il a commencé ses recherches en intelligence artificielle il y a plus de 40 ans en tant qu'un pionnier du domaine en Roumanie. Il dirige le laboratoire de traitement de langage naturel de Polytechnică, où il mène de recherche depuis 2007.
Il mène également des recherches dans les domaines des systèmes à base de connaissances, de e-learning et de la construction collaborative des connaissances. Il a reçu le prix de l'Académie roumaine pour son modèle polymorphique du discours inspiré de la musique, ainsi que pour la méthode d'analyse associée qu'il a introduite et appliquée dans la recherche en intelligence artificielle. Je vous remercie, monsieur le professeur Traușan Matru, pour être avec nous. Je vous aussi remercie pour l'invitation d'être ici, de présence ici. Bon, maintenant, je vais poser une ou deux ou peut-être trois questions qui sont plutôt, disons, ont le rôle de commencer la discussion et les débats. J'aimerais inviter chacun intervenant d'essayer de répondre, de mettre d'autres questions. Alors, notre webinaire est conçu comme une discussion libre et nous allons apprécier beaucoup les contributions des participants au webinaire, pas uniquement des intervenants. Alors, pour commencer, je ne sais pas si c'est la meilleure question ou pas, je vais poser la question suivante. Quels sont les usages actuels et émergents de l'intelligence artificielle générative dans l'enseignement supérieur et comment transforme-t-il le rôle des enseignants et aussi le rôle des étudiants, surtout en concernant les compétences des étudiants? C'est une question qui invite à explorer les pratiques pédagogiques. Et bien sûr, si vous avez des exemples concrets à donner, ça sera vraiment excellent. Alors, les intervenants, et puis bien sûr, si le public désire intervenir, s'il vous plaît. Je me lance peut-être, si vous voulez. Mais en fait, le tout, c'est que ce soit une discussion et une interaction, parce que chacun a des témoignages, je pense, sur le sujet. Mais c'est vrai que depuis, on va dire, on le sait tous, c'est fin 2022 qu'il y a eu ChatGPT qui est arrivé. Alors ChatGPT a réussi quand même à rentrer dans le paysage comme étant l'outil de référence, même si c'est pas le seul d'IA générative et loin de là. Il n'empêche qu'en fait, il a été admis comme un outil polyvalent et un outil public, un outil gratuit. Et donc ça fait que tout le monde l'a utilisé un petit peu. Et je pense que tous les participants au séminaire ont pu voir au moins ce à quoi correspond cet outil, mais on en parlera peut-être, il y en a d'autres outils qui existent, qui sont peut-être plus adaptés. Alors dans les usages, en fait, les usages actuels, je pense que dans ce qui est de l'enseignement de l'informatique, par exemple, il n'y a aucun étudiant en informatique qui fait autrement que d'utiliser ces outils-là pour pouvoir fabriquer du code. C'est-à-dire qu'en fait, on a, ne serait-ce que dans cette pratique-là, la capacité à avoir des éléments de code, donc de bouts de code fabriqués automatiquement, générés automatiquement, et que les étudiants vont finir par assembler. Donc ça change profondément la manière à la fois d'enseigner et d'apprendre. Mais ce n'est qu'un exemple. Je pense qu'on peut faire un tour de table. Il y en a d'autres exemples qui existent dans la production de rapports, dans la production de documents ou dans l'illustration. En tout cas, moi, je trouve que le métier le plus bouleversé, c'est celui de prof d'informatique. Bon, alors j'enchaîne un petit peu. Dire que je vois chez mes étudiants, ensuite je parlerai des enseignants, chez mes étudiants, je vois, je suis aussi, j'enseigne aussi l'informatique, donc je partage ce que Benoît vient de dire, mais je vois deux grands types d'usages. Je vois l'usage du bon étudiant, et qui est de faire appel à l'IA pour devenir un encore meilleur étudiant. Et je suis assez épaté par en fait les usages que les étudiants eux-mêmes inventent et que nous, peut-être parce qu'on est d'une autre génération, on n'avait absolument pas prévu. Donc je les vois l'utiliser pour réviser, je les vois utiliser l'IA pour réorganiser leurs notes, je vois utiliser l'IA pour créer des fiches de synthèse, je les vois utiliser l'IA pour vraiment plein de choses dans lesquelles un bon étudiant va devenir un très bon étudiant. Donc ça, c'est le bon usage. C'est-à-dire, c'est l'usage dans lequel l'étudiant se sert de l'IA pour mieux apprendre. Puis il y a le mauvais usage. Le mauvais usage, c'est celui où on prend juste le sujet
du TD et on fait un copier-coller de la question et on demande à ChatGPT, puis on récupère le résultat et on fait un copier-coller du résultat. Et puis on dit, ça y est, j'ai travaillé, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. En TD, l'objectif était de répondre à des questions. J'ai répondu à des questions, donc j'ai réussi mon TD. Donc ça, c'est l'usage dans lequel finalement on utilise l'IA non pas pour mieux travailler mais pour travailler à sa place. D'accord? On délègue. On donne à l'IA le soin de. La plupart du temps, il n'y a aucune activité intelligente là-dedans. L'étudiant n'a peut-être pas compris la question et ne comprend certainement pas la réponse. Donc la difficulté de l'enseignant là-dedans, c'est de faire la différence entre les deux et c'est de réussir à convaincre l'étudiant que il y a un bon usage et il y a un mauvais. Et c'est pas si facile que ça quand il y a un discours environnant, qui est un discours qui vise à nous dire que le grand mérite de l'IA, c'est de faire gagner du temps. D'ailleurs, c'est ce qui revient systématiquement. Vous interrogez des gens, ils vont toujours vous dire: «Ah, moi j'utilise l'IA parce que ça me fait gagner du temps». C'est à discuter, hein, on n'est même pas sûr que ce soit si vrai que ça. Mais ça change rien, c'est quand même le discours dominant, c'est, ça sert à gagner du temps. Et si on se met du côté de l'étudiant, gagner du temps, c'est quand même très dangereux. Parce que, si c'est gagner du temps par rapport à une tâche qui est celle de rendre un mémoire, rendre un devoir, rendre un bout de code, c'est certain que, quelque part, l'IA est parfaite. Mais si en réalité derrière, il n'y a pas eu, l'apprentissage, le travail, la compréhension, ce qu'on s'attend à avoir, d'un universitaire, nous avons à ce moment-là un problème. Donc ça, c'est côté étudiant. Côté enseignant, je serais bref. C'est l'enseignant d'informatique, là, cette fois-ci, n'est plus du tout l'exemple. L'enseignant d'informatique, c'est l'exception, puisqu'on va dire quand même qu'en informatique, tous les enseignants, ou à peu près, ont essayé ChatGPT ou un autre. Par contre, dans les autres disciplines, je vois des collègues totalement désemparés. Beaucoup de collègues n'ont toujours pas essayé de faire de l'IA. Quand je dis beaucoup, c'est peut-être la majorité dans une université comme la mienne. Et là, on a un problème. Mais ça, c'est un autre problème, c'est celui d'avoir d'un côté plein d'étudiants qui ont tous fait quelque chose, s'en servent, bien, mal, ça change rien. Et de l'autre côté, par contre, chez les enseignants, une majorité d'enseignants qui ne s'en servent pas. Euh, je veux aussi dire quelque chose. Je crois que c'est évident que c'est une réalité. ChatGPT et tous les autres, Claude, euh, Gemini, il y a beaucoup. Et comme professeur, on a deux dimensions, deux perspectives. C'est, bien sûr, les étudiants, ils l'utilisent, c'est normal qu'ils l'utilisent en divers buts euh, qui sont peut-être bons mais mauvais. Mais comme professeur, on doit utiliser cette réalité. Ils sont des outils très puissants. On doit les utiliser parce qu'ils nous aident. Moi, personnellement, j'ai une position spéciale dans cette direction parce que j'ai deux cours de euh, disciplines qui sont liées directement avec ce sujet. C'est une discipline d'interaction homme-ordinateur où il y a quelques années, j'ai aussi j'ai changé une grande part de mon cours dans la dimension d'interaction homme-intelligence artificielle. Et dans ce contexte, il y a 3 années après que ChatGPT est lancé, il est lancé pendant mon cours, le cours c'est dans le premier semestre, et je lui donnais le devoir d'utiliser ChatGPT. Chaque année, j'ai donné des devoirs qui, non seulement de faire une expérience avancée d'utiliser ChatGPT, mais par exemple, cette année, je vais donner de utiliser une technique avancée de prompt engineering, ingénierie de interrogation, qui est nommée arbre de la pensée, Tree of Thought, qui est très, très avancé
et aussi une autre qui est liée à une méthode très, très ancienne, la méthode de Socrate. C'est une méthode qui aussi... Je voulais de leur faire comprendre que il y a des possibilités d'interaction très, très avancées. Mais dans le même temps, j'ai accentué sur les dangers et sur les points chauds de ce domaine. Par exemple, la dimension éthique, la dimension de hallucination, le problème d'explication. Euh, et aussi, j'ai dit qu'il y a deux disciplines. La deuxième discipline, c'est dans le master d'intelligence artificielle qui, en effet, est conduit par le professeur Adina Flora. Et dans ce master, j'ai le cours de traitement automatique de la langue, Natural Language Processing. Et ici, bien sûr que dans les dernières années, j'ai changé beaucoup le curriculum pour introduire ce domaine de intelligence artificielle générative. Aussi, j'ai insisté avec non seulement avec la part théorique et pratique, mais aussi sur ce problème un peu difficile que je dis de éthique. Et ils sont aussi un projet. Il y a en conclusion, je crois que pour un professeur, bien sûr qu'on doit, je crois que tous les professeurs sont conscients que les étudiants utilisent cette technologie. Et il y a des situations qu'ils utilisent pour ne pas écrire le même essai ou devoir, qui n'est pas, bien sûr, acceptable. Mais il l'utilise aussi pour générer de code. C'est monsieur le professeur Leblanc a dit. Moi aussi, j'ai eu l'expérience avec une étudiante de master qui m'a dit, j'ai le thème de recherche avec lui pour ce master, et il m'a dit qu'il a demandé ChatGPT pour écrire de code en Python. Il a utilisé beaucoup cette facilité. Je n'ai pas dit de ne pas utiliser, mais je le dis aussi d'écrire une essai avec l'expérience, parce qu'il y a des expériences intéressantes. Il est utile, mais non parfait. Il y a des situations qu'il propose des codes qui ont des problèmes. Et pour les étudiants aussi, bien sûr. Mais on doit maintenant, dans la perspective de l'interaction homme-ordinateur, c'est un danger, mais c'est un danger qu'aussi Platon et dans un de ce dialogue, a discuté de le danger de l'apparition de l'écriture, qui peut-être vous connaissez. Il a dit que l'écriture va changer la capacité humaine de rationner. Aussi, maintenant, il y a des personnes sont concernées que ChatGPT peut, parce qu'il donne tout, qu'est-ce que tu veux, la réponse, les gens, les hommes, on va perdre la possibilité de penser. Et j'insiste, et je crois qu'il est bien que le professeur insiste, que les étudiants doivent avoir la pensée critique, créative, parce que ce système manque la réelle créativité. Et nous, les hommes, bien sûr, aussi les étudiants, doivent être, dans mon opinion, enseignés que dans le futur, on doit essayer nous, les hommes, d'utiliser nos capacités de créativité, de pensée critique, de intuition, de
cette chose qu'en effet, ChatGPT et les autres n'ont pas. Je vous remercie. Si je peux rebondir sur un point, je pense extrêmement intéressant là, qui vient d'être dit, c'est qu'en fait, on a avec des outils comme cette IA générative, une évolution de l'interaction humain-machine qui est effectivement une évolution très intéressante à remettre en perspective. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'en est pas forcément rendu compte, mais avec la mise en route d'un système numérique de plus en plus perfectionné, avec des outils de plus en plus perfectionnés, on a appris à ne plus parler soi-même et à soi-même de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans plein d'actions, maintenant, où il y a une machine qui nous aide à faire cette action, on n'est plus en capacité de se dire à soi-même ce qu'on est en train de faire. L'exemple le plus simple, je pense que c'est le GPS. Quand vous avez un GPS, quand vous vous déplacez en voiture, par exemple, vous ne réfléchissez même plus à savoir s'il faut tourner à droite ou à gauche. La machine vous le dit, et finalement, vous le faites quasiment instinctivement, sans savoir pourquoi vous devez tourner à droite ou à gauche. Et à partir de là, puisque vous ne vous posez plus les questions, vous n'êtes plus en capacité de vous le dire, et donc plus en capacité de le dire à quelqu'un d'autre qui est à côté. Et je vous invite tous à faire cette expérience qui est assez savoureuse, c'est si vous êtes en couple, prenez une voiture avec un qui tient le volant, l'autre qui tient le GPS, et essayez de discuter entre vous de ce qu'il faut faire, s'il faut tourner à droite ou à gauche, ou comment expliquer ce que vous voyez sur le GPS pour le donner à quelqu'un qui a le volant à faire. C'est quasiment impossible. C'est-à-dire qu'on voit bien que les machines ont de plus en plus pris une part de notre cognition, de notre activité dans l'action, et donc les machines nous facilitent les choses, nous mâchent le travail, mais nous empêchent de réfléchir nous-mêmes à ce qu'on fait. Et ça, on va le retrouver dans ce qui a été dit sur l'esprit critique, la formation à l'esprit critique, etc. Mais je crois que les interfaces qui sont liées à l'IA générative, je crois que vous avez tout à fait raison, il faut le remettre dans la perspective de l'interaction humain-machine, qui est une interaction humain-machine qui a des dizaines et dizaines d'années. Alors, pour l'enseignement supérieur, on peut aussi se replonger dans 2 ou 3 outils qui sont arrivés il y a déjà quelques dizaines d'années. Mais rappelez-vous, quand Wikipédia est arrivé, les professeurs disaient on ne va plus pouvoir demander de synthèse aux gens parce qu'ils vont chercher la page Wikipédia et la recopier. Et donc on retombe sur ce que disait le professeur de la Higuera tout à l'heure, c'est qu'on se retrouve avec des étudiants qui vont recopier bêtement, entre guillemets, quelque chose, ou bien recopier en apprenant, mais dont on ne peut pas savoir ce qu'ils ont appris parce qu'ils ont recopié exactement ce qu'il y avait sur Wikipédia. Et donc certains professeurs ont demandé à ne pas utiliser Wikipédia, mais est-ce que c'est bien possible de ne pas l'utiliser? Donc je pense qu'on est dans une espèce d'accélération de ces outils qui nous empêchent de réfléchir pour nous-mêmes et nous permettent de verbaliser, enfin nous empêchent de verbaliser ce qu'on fait. Et c'est les outils qui vont nous demander de réfléchir à ce que c'est qu'apprendre et ce que c'est que le rôle de l'enseignant. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Je pense que c'est surtout le rôle de l'étudiant qui change plus que le rôle de l'enseignant. Merci. C'est monsieur Nondik, Sidik Nondik, je ne sais pas si je prononce correctement, qui a... Oui, S'il vous plaît. Oui, bonjour, merci. Moi, je viens de l'Université Senghor à Alexandrie en Égypte et je suis ravi d'être dans ce panel d'échange. Tout à l'heure, le professeur Benoît Leblanc a parlé de capacité d'apprendre à apprendre. Moi, je resterai là-dessus puisque cette révolution de l'IA nous amène à reprendre tout en considération, puisque tout à l'heure, on parlait des usages. Dans l'enseignement supérieur, moi, je vois 3 choses fondamentalement. Il y a l'apprentissage, l'évaluation et surtout la recherche. Aujourd'hui, on doit se poser la question de savoir est-ce que les enseignants sont capables de revoir le mode d'apprentissage, en ce sens que avant l'IA, il y avait plus de difficultés à faire un enseignement bien aligné de façon pédagogique pour qu'il y ait une adéquation entre les activités d'apprentissage, entre les situations d'évaluation ainsi que les objectifs pédagogiques. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est plus facile d'aligner un enseignement. C'est plus facile de demander à l'IA aujourd'hui, par rapport à votre thématique, à votre matière, de vous proposer des activités d'apprentissage, de vous proposer des modes d'évaluation et ça va plus vite. Donc, les enseignants peuvent encore mieux contextualiser leurs enseignements par rapport à l'IA. Aussi, au niveau de la recherche aujourd'hui, lorsqu'on doit faire l'état de l'art, avant, on devait beaucoup lire, même si on doit faire des recherches avec les opérateurs booléens sur Google ou bien d'autres sites de recherche. Ça, c'était un peu pénible, mais aujourd'hui, avec l'IA, on peut condenser, faire rapidement des résumés
sur plusieurs articles et avoir une idée rapide sur là où on va dans sa recherche. Donc, moi, je pense que ces usages, ça vient conforter le fait que l'enseignement au niveau du supérieur doit être repris à zéro et chercher à savoir maintenant qu'est-ce qu'on va évaluer dans le supérieur, si les enseignants doivent savoir quoi demander aux étudiants pour les amener à plus avoir de l'esprit critique dans les recherches pour qu'ils ne soient pas totalement, plus facilement, qu'ils n'aient plus de la facilité d'aller vers l'IA pour trouver des réponses, mais toujours de chercher par eux-mêmes avant d'aller vers l'IA pour avoir les réponses. Ce que je peux aussi dire dans l'enseignement supérieur également et avec les usages, j'ai lu un très bon reportage récemment sur Cache Investigation qui parlait de l'IA et c'est un reportage qui date d'environ 1 à 2 semaines où aujourd'hui il y a l'IA aussi dans l'insertion professionnelle puisque avec l'enseignement que nous avons, nous devons aussi chercher à comprendre aujourd'hui que plusieurs entreprises utilisent l'IA pour recruter nos diplômés au sein de nos universités. Donc, il y a des entretiens en ligne qui se font totalement, il y a des recrutements qui se font totalement avec l'IA, depuis l'appel à candidature jusqu'à l'entretien d'embauche et jusqu'à ce qu'il y a même des patrons IA pour certains collaborateurs. Donc, il y a toute une révolution qui se fait aujourd'hui et en tant que dans le monde de l'enseignement, nous devons y penser sérieusement. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le professeur de la Higuera, s'il vous plaît. Alors, j'avais un peu baissé ma main parce qu'en fait, le débat était parti à 2-3 endroits un peu différents. Et donc, c'est un peu, je ne sais plus sur quoi je vais rebondir. Je vais rebondir quand même sur le GPS, puisque au moins il y a eu 2 personnes qui ont parlé de GPS, donc je rebondis sur le GPS. Je suis un peu moins convaincu que ça. Moi, j'arrive tout à fait à avoir une personne qui tient le GPS et l'autre qui parle. En fait, ce qui m'intéresse dans le GPS, c'est 2 petites choses un petit peu différentes. La première, c'est les raisons pour lesquelles finalement on fait confiance au GPS. Et pour lesquels, effectivement, de façon absolument, comment dirais-je, on va conduire, on sait qu'il faudrait tourner à gauche, le GPS nous dit de tourner à droite, et là, il y a un espèce de doute, et on va quand même tourner à droite, parce que bah, finalement, on se dit que le GPS a de l'information que nous n'avons pas. Bah, le GPS avec un Waze ou un système comme ça, en réseau social, voit la position des autres voitures, connaît des choses que nous ne connaissons pas, et donc finalement, on fait confiance à une entité, donc à cette fois-ci à un logiciel, parce que ben, on se dit que ce logiciel est meilleur que nous, que d'un côté, il y a de l'information que le logiciel a, et de l'autre côté, on a notre sens commun, notre sens, notre histoire de savoir conduire, de connaître la gauche de la droite, de savoir qu'il faudrait plutôt aller vers là-bas. Mais ce conflit, effectivement, il va se régler à l'arrivée en faveur du GPS. Et de la même manière, on risque d'avoir la même chose sur le niveau de l'éducation. S'il y a un conflit entre un médecin et puis une IA, que l'IA fait un diagnostic et le médecin fait un diagnostic, ben on va se retrouver vite dans la situation dans laquelle on sait déjà que l'IA est capable d'avoir de meilleurs résultats que le médecin. Et même si le médecin, lui, est capable de nous expliquer, eh ben, en fait, le fait que le pourcentage d'erreur de l'IA soit supérieur fait que, eh ben, on aura une tendance, c'est pas encore le cas, mais on aura une tendance à se dire, bah, je préfère choisir l'IA qui a de l'information, c'est-à-dire a vu beaucoup plus de cas que le médecin n'a pas. Donc c'est ça, donc c'est petit à petit la raison pour laquelle on se retrouve un petit peu en train de se dire je ne fais pas, je n'exerce pas mon libre arbitre, je n'exerce pas mon esprit critique, c'est simplement parce que on se dit que ben il y a juste plus de connaissances dans la machine à un instant T par rapport à ça. Même situation, bien sûr, pour l'étudiant en train d'apprendre. L'étudiant en train d'apprendre, prenons qu'il apprend une langue étrangère, eh ben, il se retrouve face à un vrai dilemme, en train de se dire, bon, mais je peux apprendre, mais mon niveau en anglais, il est là, d'accord? Et le niveau en anglais de ChatGPT ou de DeepL ou de je sais pas quoi, il est juste, mais considérablement meilleur. Donc tellement considérablement meilleur qu'on peut arriver à se demander, mais ça ne sert à rien que je développe cette compétence ou que je continue à la développer. Et bon, la difficulté, elle est aussi là au niveau de l'apprentissage. C'est d'être en train d'apprendre des choses
qu'on perçoit comme étant inutile parce que la quantité d'informations que l'IA a déjà pour pouvoir exercer ses tâches, elle nous démotive, ou elle démotive les étudiants, les élèves à apprendre. Donc, tout à l'heure, j'ai entendu une réaction qui était, je crois que c'était Stéphane disait que peut-être moins besoin, c'est moins un problème pour les enseignants qu'un problème pour les élèves. Non, l'enseignant, il a un vrai rôle là-dessus de se demander, mais pourquoi est-ce que ce que j'enseigne est important? Pourquoi est-ce que c'est important de continuer à apprendre ça? Même dans le cas où finalement l'IA est capable de faire ça très bien. L'exemple de la programmation, par exemple. Donc ça, c'est un peu notre boulot d'enseignant, que de réfléchir à tout ce qu'on est en train d'enseigner, pas pour ne pas l'enseigner, mais pour bien découvrir les raisons pour lesquelles on l'enseigne. Et là, dans un domaine particulier qui est celui de la réunion d'aujourd'hui, qui est celui de la francophonie, la question, elle se pose ici en ces termes. C'est quoi nos arguments aujourd'hui pour convaincre les gens dans le monde d'apprendre le français, sachant que finalement, il y a des IA qui font ça très bien. Il va falloir qu'on se réfléchisse. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis qu'il faut qu'on les revisite parce que le monde de l'IA fait que les raisons d'apprendre, les raisons pour lesquelles il faut aller se lever le matin et faire un effort pour aller apprendre les choses, ces raisons ont quand même beaucoup bougé. Merci. Moi, j'aime très bien votre intervention pour les raisons qu'on doit trouver et essayer d'expliquer aux étudiants pourquoi apprendre. Par contre, je suis un peu, disons, réservée sur votre proposition que le médecin va prendre, disons, la suggestion de l'IA parce qu'il y a plus d'informations. Il y a certains domaines qui sont très délicats, comme la médecine, c'est un bon exemple, où avoir une grande quantité d'informations n'est pas vraiment suffisante pour prendre la bonne décision. Et je pense aussi que ça dépend du niveau du spécialiste qui a l'interaction avec l'intelligence artificielle. Cela veut dire que s'il est quelqu'un au début de la carrière, peut-être oui, il sera tenté de prendre une décision qui est basée sur beaucoup d'informations, mais s'il y a quelqu'un qui a de l'expérience, qui est arrivé à un certain statut professionnel, je ne pense pas qu'il sera toujours tenté. Il peut consulter, voir comme une autre opinion, mais moi, je pense que ça ne sera pas toujours le mot de l'intelligence artificielle à la fin. Bon, maintenant, il y a, c'était Mokhtar Ben Henda qui a levé la main depuis pas mal de temps, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci de cette invitation à ce webinaire très intéressant. Alors, en tant qu'enseignant, moi-même, qui utilise ChatGPT, qui encourage, d'ailleurs, je suis de ceux qui encouragent l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'enseignement, pour une raison très simple. Je fais une lecture un peu rétrospective sur les technologies émergentes et l'histoire des sciences et techniques. J'ai travaillé beaucoup sur ce sujet dans mon HDR et j'ai parcouru un peu l'histoire des grands auteurs comme Bertrand Gilles, comme Simondon, comme etc., qui ont décrit l'évolution de la société en rapport avec les technologies émergentes et comment effectivement il y a toujours un cycle qui se répète. Ce cycle, c'est que chaque technologie émergente qui apparaît, il y a immédiatement une résistance au changement qui vient nous bousculer dans le confort dans lequel on est installé. Mais la deuxième règle, c'est que finalement, comme on dit, nul ne peut arrêter le progrès. Ça veut dire, on l'a vécu avec l'apparition du numérique, de l'informatique, avec l'apparition de l'Internet. Il y a toujours une résistance, mais finalement, la vague emporte tout le monde. Donc, à mon sens, si je fais un lien avec les analyses de Gartner, avec leur célèbre courbe Hype Cycle qui apparaît chaque année en juillet, cela veut dire que on voit que chaque technologie émergente qui apparaît, elle monte au sommet, tout le monde en parle, etc. C'est le battage médiatique. Après, elle va redescendre dans la courbe de la désillusion, dans le sens où on découvre un peu ses défauts, ses défaillances, et elle se banalise. Et finalement, elle remonte le plateau de la stabilité où ça devient une technologie banale qu'on utilise chaque jour. C'est l'histoire du téléphone portable, de la télévision, etc., etc. À mon sens, l'IA aujourd'hui est une technologie émergente qui accapare l'attention des médias, etc. Tout le monde en parle. Mais cette partie-là, cette
phase-là, elle est encore marquée par un flou généralisé parce qu'il n'y a pas de référentiels qui stabilisent son usage. Donc, on n'a pas de code, il n'y a pas de consensus sur la façon de le faire. Donc, raison pour laquelle ça part dans tous les sens, et chacun l'utilise, chacun le perçoit à sa façon, etc. Partant un peu de ça, et je fais un lien également avec une technologie parallèle dans laquelle je m'inspire pour trouver une explication à la façon d'utiliser l'intelligence artificielle dans l'enseignement. C'est l'enseignement à distance. L'enseignement à distance, quand il est venu, il a bousculé un peu les habitudes des enseignants qui sont habitués au présentiel, d'aller dans les amphis, de donner un cours, de parler pendant 2 heures, etc. L'enseignement à distance est venu avec une innovation pédagogique, celle de la pédagogie active. Cela veut dire qu'il y a un changement de rôle où l'enseignant n'est plus le maître à bord, mais il accompagne les apprenants pour qu'eux-mêmes construisent leurs connaissances. Moi, j'intègre l'intelligence artificielle comme une forme de pédagogie active supplémentaire, comme par exemple le Serious Games. À un moment donné, bon, c'est une nouvelle façon d'enseigner dans la classe. Du coup, les étudiants se prennent en charge pour créer la connaissance eux-mêmes. Ce n'est plus l'enseignant qui vient donner un cours magistral pour transmettre la connaissance. On n'est plus cette logique-là. La connaissance, elle est partout sur Internet. On n'a pas besoin de quelqu'un pour la transmettre. Mais on a besoin, par contre, de faire un recentrage de compétences. Ce n'est plus l'enseignant qui donne la connaissance, mais il accompagne les étudiants pour leur enseigner comment créer leur propre connaissance. Et là, ChatGPT sera très, très intéressant dans le sens où il va donner un instrument supplémentaire aux étudiants pour aller creuser un peu partout, récupérer l'information qui les intéresse et créer la connaissance. Et c'est là où le rôle de l'enseignant, et c'est pour ça, peut-être je ne suis pas très d'accord avec Benoît, je suis d'accord avec Colin dans le sens où c'est à nous, comme enseignants, d'échanger un peu le cadre. On ne s'attend pas à un étudiant, on ne va pas surveiller l'étudiant pour lui interdire d'utiliser ChatGPT. Il va l'utiliser, quoi que ce soit. Mais si on réfléchit de sorte à ce qu'on le cadre, on lui donne les instruments nécessaires pour avoir ce que Stéphane a dit, ça veut dire l'esprit critique, d'avoir le recul approprié pour qu'il sache utiliser une ChatGPT pour savoir faire, comment faire un prompt afin de restituer une information pertinente. Et là, c'est là le rôle de l'enseignant qui va focaliser sur la transmission d'une compétence de raisonnement, de réflexion algorithmique à l'apprenant pour savoir poser la question à ChatGPT, mieux que de lui transmettre un savoir-faire, une connaissance théorique. La connaissance théorique, le savoir, il est sur Internet, comme j'ai dit, l'étudiant, c'est à lui de développer des compétences qui ne sont pas la connaissance, mais le savoir comment créer la connaissance. Et là, ChatGPT, il est idéal à cela. Je rejoins l'idée de Stéphane. Tout à l'heure, il a parlé de Socrate. Personnellement, je travaille sur un petit article là-dessus, sur la maïeutique socratique. Cela veut dire comment est-ce que ChatGPT, quand je lui pose une question, lui-même, il me répond, mais également, il me pose des questions. Et ces dialogues avec le ChatGPT, c'est là où vraiment il faut faire preuve d'une présence d'esprit, d'une connaissance, de certaines astuces et une intelligence pour savoir sortir, comme on dit en français, tirer le verre du nez de ChatGPT pour qu'il me restitue l'information dont j'ai besoin qui est pertinente. Et là également, on l'a vécu. Je fais toujours des analogies avec quand on a commencé à enseigner Google, par exemple, souvenez-vous, Google, ça, quand même, c'était la révolution dans le temps. Mais on est resté quand même, on a vu que les étudiants sont restés dans des pratiques très simplistes. Et aujourd'hui, chaque fois que je commence une séance, j'enseigne les technologies de l'information et de la communication. La première séance, je dis à mes étudiants au laboratoire, qui d'entre vous peut me trouver une information sur un index sur tel sujet? Et je regarde ce qu'ils font parce que j'ai sur ma machine un logiciel qui me permet de voir tous les écrans. Tout le monde sur Google et on met un monotherme entrée. Vous voyez cette réflexion de simplicité. Pareil aujourd'hui, les étudiants, on leur dit de trouver quelque chose sur l'intelligence artificielle. Ils ouvrent la zone de recherche, ils posent la question simpliste et ils reçoivent un texte sans savoir s'il est pertinent ou non. Donc, à mon sens, utiliser ChatGPT, c'est intéressant, mais il faut recentrer les compétences et focaliser sur le développement du raisonnement critique, de l'esprit critique, pour permettre effectivement à ce que les étudiants n'ont pas, on ne va pas leur donner la connaissance, mais on va les aider à aller trouver la connaissance selon des algorithmes, selon des façons, des techniques appropriées qui donnent de bons résultats.
Voilà juste une petite contribution, un vécu quand même que je vis actuellement avec mes étudiants et je fais des observations sur le sujet-là. Et on a même des débats au sein des collègues parce que, comme j'ai dit, il y a de la résistance. Il y a beaucoup d'enseignants collègues qui disent non, je vais continuer à donner mon cours en amphi en face de mes étudiants, j'ai besoin de ce contact, etc. Je dis bon, le temps change et les choses évoluent et bon, on a beau résister, ça va changer bon gré mal gré. Merci. Merci. Monsieur Genazine, vous avez la main levée. Merci beaucoup, Madame la Présidente de RIFIA. Moi, c'est Eugène Ezine, secrétaire général de RIFIA. Le débat est très, très intéressant. Je veux juste partager avec vous quelques expériences que je vis aussi également dans l'utilisation de l'IA générative. J'ai tout récemment fait une communication sur l'IA générative pour les enseignants de mathématiques, où ils sont très habitués à énoncer des théorèmes, à faire des démonstrations, beaucoup de choses, et en fin de compte, on se rend compte qu'en 2 heures ou 3 heures de temps, ils ont peut-être démontré 1 ou 2 théorèmes avec des lemmes à l'intérieur tout le temps. Alors, quand j'ai énoncé le théorème disons, le théorème bref, j'ai énoncé un théorème auquel ils sont très habitués, le théorème de la représentation de risque. Et je leur ai posé la question, bon, à quoi sert ce théorème? La réponse n'était pas aussi évidente parce qu'ils sont généralement dans de la théorie. Et j'ai demandé l'énoncé du théorème, bon, ils ont énoncé, etc. Et puis on a focalisé notre attention sur une métrique, notamment une métrique avec une forme bilinéaire. Et j'ai commencé à poser de petites questions. Ils se sont rendus compte qu'en réalité, ils devraient ouvrir un gros livre pour répondre à toutes mes petites préoccupations. J'ai dit, bon, faisons le même exercice en quelques minutes en utilisant un outil qui va nous aider. On a utilisé le MathGPT. Et les questions pour lesquelles je les posais, ils sont obligés d'aller fouiller des livres pour voir les réponses précises. On a vu que, bon, on avait ces réponses assez facilement et eux-mêmes, ils se rappelaient, etc., de ces détails qu'ils étaient obligés d'aller chercher au niveau des livres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que j'ai retenu au thème de cette présentation? C'est que le rôle de l'enseignant doit désormais changer. L'enseignant ne peut plus se considérer comme, bon, je viens pour partager mes connaissances à moi, etc., mais plutôt être celui qui est acteur d'un écosystème où, bon, les apprenants participent, l'enseignant aussi est là à accompagner, sans devoir dire, bon, je donne une ligne directrice, mais faire de la synthèse à des moments donnés pour dire, bon, focalisons sur tête, attention et avançons. Ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience, c'est que les apprenants deviennent davantage paresseux. À la moindre incata, à la moindre question, premier réflexe, utiliser un outil de IAG. Alors, comment faire pour combattre ça? Parce que je me dis, la première chose à faire, c'est d'abord réfléchir soi-même, trouver des approches et se dire, je vais enrichir mes réponses avec ces outils-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, le paradigme a changé. Dès que vous posez une petite question, le premier réflexe, c'est d'aller chercher d'abord des outils IA génératifs et après se mettre à réfléchir comment faire la synthèse, etc. Et là, c'est un rôle que je trouve assez difficile. Comment faire pour qu'à l'aide de la technologie aujourd'hui, une préoccupation que l'on pose à un apprenant, qu'il comprenne que bon, ma réflexion première est d'abord importante, après les outils viendront pour davantage enrichir ce que je suis en train de faire. C'est là où nous devons davantage insister sur l'IA responsable. Parce que lorsqu'on regarde nous, les productions des apprenants, que ce soit pour les mémoires, que ce soit pour les rapports, etc., on constate qu'il y a beaucoup de plagiat à l'intérieur. Il y a beaucoup de plagiat à l'intérieur, il y a des reformulations, des petites choses, qui en réalité, quand on prend deux productions différentes, en définitive, ces productions sont très proches les unes des autres. Ça veut dire que l'effort intellectuel prend un coup plutôt que l'effort de réflexion qu'on attend au premier coup au niveau des apprenants. Ce qui fait que la recherche aujourd'hui, bien vrai qu'avec l'IAG, on a suffisamment d'outils pour aller chercher des informations, enrichir nos documents de recherche, mais la recherche va beaucoup plus vite aujourd'hui avec ces outils-là. Alors, moi, ma crainte est celle-ci, c'est que nous risquons d'avoir des humains machines. Des humains où, dès qu'on nous pose une petite question, on a l'impression qu'il faut confier nos réflexions
à une machine pour avoir la première réponse avant que notre réponse à nous-mêmes ne vienne confirmer ou bien apporter un supplémentaire, quoi. Voilà une préoccupation. Comment faire? Comment faire pour que l'IA ne soit pas un outil qui vient transformer l'homme tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais plutôt un outil pour nous accompagner? C'est la grosse préoccupation que j'aimerais bien demander aux panélistes pour nous éclairer un peu. Merci beaucoup. Merci. Avant de donner la parole à Monsieur Leblanc, j'aimerais faire un petit commentaire que l'intervention de Eugène m'a fait le faire. Cela veut dire qu'en général, la technologie, l'avance de la technologie nous a fait, nous, les humains, plus paresseux. Parce qu'on a maintenant les voitures qui sont beaucoup plus simples à conduire que pendant le temps où il y avait le cheval. Enfin, il fallait aller à pied. On a maintenant l'email, l'Internet, qui est bien sûr plus simple que d'écrire une lettre et puis la mettre à la poste et attendre la réponse et ainsi de suite. Alors, je me demande si l'IAG nous continue dans cette direction. Cela veut dire de nous faire encore plus paresseux, mais surtout au niveau de l'intelligence de notre activité intellectuelle. Bon, c'était une simple réflexion. Monsieur Benoît Leblanc, s'il vous plaît. Merci. Oui, je voulais donner un petit complément parce qu'au vu des échanges très, très intéressants des uns et des autres, je n'ai pas dit tout à l'heure que je pensais que les enseignants ne devaient pas changer. Je pense que les enseignants vont devoir effectivement profondément revenir sur leurs méthodes et leurs pratiques. Je soutiens tout à fait ce qu'a dit Mokhtar tout à l'heure, hein. Je suis entièrement d'accord avec lui. Ce que je voulais dire, en fait, ce que je n'ai pas eu le temps vraiment de détailler, que je peux faire maintenant, c'est que les étudiants vont changer plus vite. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants se renouvellent tous les ans. Et donc, à partir de là, il va y avoir un mouvement de la part des étudiants, une attente qui va être différente. Et nous avons fait récemment à Bordeaux là, ce qu'on appelait une convention citoyenne IA. C'est-à-dire, en fait, il y a eu 80 étudiants qui sont passés sur un week-end. C'était organisé par la fondation de l'Université de Bordeaux. Et il y a deux chaires qui étaient une chaire qui est pilotée par Laurent Simon, qui est un collègue professeur d'intelligence artificielle, qui est l'IA digne de confiance, et une chaire qui est pilotée par une philosophe qui s'appelle Mazarine Pinjot, et qui est une chaire qui s'appelle Philosophe IA. Voilà, ils ont mis tous les deux ensemble, donc des philosophes et des informaticiens, pour faire venir des étudiants et leur dire, voilà, qu'est-ce qui change chez vous? Et en fait, c'est ça qui m'a interpellé, moi, parce que en fait, les étudiants sont méfiants vis-à-vis des enseignants. Ils ne veulent pas que les enseignants fabriquent leurs cours avec du chat GPT et les renvoient directement. Les étudiants veulent que les enseignants aient un vrai rôle qui joue là-dessus. Et donc, ce qu'ils veulent comprendre, enfin, c'est ce qu'ils disent en tout cas, c'est que si on leur demande de faire une synthèse, ils veulent savoir quelles sont les compétences qu'il faut développer là-dessus. C'est-à-dire que leur demander, faites une synthèse à la maison, mais pourquoi faire? C'est-à-dire que si je peux la faire avec ChatGPT ou je dois la faire tout seul, quel est l'intérêt de la faire d'une façon ou d'une autre? Et donc en fait, ils veulent aller chercher plus loin quelles sont les compétences qu'on exige ou qu'on cherche à faire pour eux. De la même façon, quand on dit en fait il faut développer l'esprit critique, eh bien en fait c'est vrai qu'ils sont très très demandeurs de développer l'esprit critique, mais ils veulent avoir des débats qui sont des débats avant tout interdisciplinaires. C'est-à-dire des débats qui sont monodisciplinaires, qui sont ancrés sur une vision des choses, ça ne les intéresse pas. Ils veulent trouver des débats qui sont sur des sujets de société sans que les gens aient à jouer un rôle défini. Vous savez, on faisait ça parfois, des débats en disant bah, tiens, toi tu vas développer le pour, toi tu vas développer le contre, et puis on va voir ce que ça va donner. Non, ils veulent des débats réels pour être capables de se forger des opinions et de débattre de ces opinions. Donc en fait, ils veulent aller finalement vers plus d'humains dans le rôle de l'enseignant, dans le rôle de la formation à l'esprit critique et dans le rôle de leur propre rôle à eux aussi. C'est-à-dire que si l'IA nous amène des éléments qui sont des éléments dans la panel des outils qu'on peut avoir, ce qu'ils veulent surtout, c'est travailler leur capacité qu'on va appeler de métacognition pour être capable finalement de savoir ce que l'autre fait, de pourquoi il le fait et comment il le fait. Voilà, c'est vers tout ça qu'ils veulent aller. Et c'est en fait, ils sont plus exigeants vis-à-vis des enseignants. Et donc, je pense que le métier d'enseignant va changer. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le métier d'étudiant, il a déjà changé ou il est en train de changer beaucoup plus vite. Et ça, on peut s'en rendre compte quand on organise comme ça des débats, des réunions, des conférences avec les étudiants pour leur demander quelle est leur pratique et quelle est leur attente. Et c'est vrai qu'ils ne veulent pas avoir des choses dont ils ne comprennent pas le pourquoi on leur demande de le faire, parce que le faire avec une IA ou le faire tout seul, c'est pas du tout la même chose. Ils veulent aller au fond des choses, en fait.
Voilà ce que je. C'est extrêmement intéressant que de faire des débats avec les jeunes, justement, là-dessus. Merci. Colin? Donc, je réagis là-dessus parce que c'est aussi dans ce sens qu'on travaille à la chaire à Nantes et on le travaille aussi un peu à l'international. On s'est enfermé avec des étudiants, enfin, on s'enferme pas, on fait des réunions avec des étudiants. Et au départ, c'était qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'IA? Mais en fait, c'était une question qui était trop compliquée pour aborder au début. Donc, la question, c'était, mais au fond, pourquoi vous étudiez? C'est-à-dire, pourquoi vous vous levez le matin pour aller à l'université? Et c'est une question fascinante parce que leur première réaction, bon, alors c'est quand même des étudiants volontaires, donc ils sont un peu plus malins, ils ont plus envie de réfléchir peut-être que d'autres. Donc leur première réaction, c'est de dire les autres, donc quand ils vont parler des autres étudiants, d'accord, c'est une manière de se dédouaner et de dire c'est pas eux, d'accord, sont là effectivement pour le diplôme, pour les notes, enfin pour des choses un petit peu idiotes, qui sont effectivement des choses sur lesquelles, si c'est juste pour des diplômes et pour des notes, si on ne change rien, nous les enseignants, mais ChatGPT et autres IA sont les solutions qui vont permettre de passer parce qu'il y a trop de faiblesses dans notre système. C'est pas parce qu'ils vont être mauvais aux examens, ça va se rattraper sur 10 000 autres choses. Et donc, quand on leur demande, mais bon vous, là, pourquoi vous vous levez le matin pour aller étudier? Et là, on se rend compte qu'il y a des vraies raisons et de ces vraies raisons, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et donc sur ce que je note chez moi, donc ils sont en train de préparer un document qu'on est en train de partager avec des étudiants, hein, dans d'autres pays du monde, hein, pour, continuer la discussion, parce que je pense que cette discussion-là, elle est essentielle. Donc les grandes raisons qui apparaissent, c'est, j'ai besoin d'avoir un esprit critique. C'est-à-dire, ils se rendent compte que eux, en tant qu'humains, dans la société de demain, s'ils sont pas capables d'exercer leur esprit critique, d'accord, ils ont un vrai problème. Donc, ils demandent, comme ce que dit Benoît, ils ont besoin de tout ce qu'on va leur dire qui leur permet d'aller vers plus d'esprit critique, ça va les intéresser. Donc, il faut qu'on se demande en tant qu'enseignant comment on fait ça. Deuxième chose, c'est la notion de plaisir. D'accord? Comprendre que savoir, c'est plaisant. C'est bien, ça fait plaisir de savoir des choses. D'accord? Ça entraîne un plaisir alors à discuter et à mettre à contraster avec le plaisir de l'IA, celui de la dopamine qui est envoyée sur TikTok ou qui est envoyée ailleurs. D'accord? Donc ce plaisir de réussir tout de suite quelque chose par rapport au des plaisirs qui est on va dire, du travail bien fait, de la réflexion, de faire des choses. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important pour eux. Et le troisième, c'est ils ont besoin d'être en société. Donc ils se rendent bien compte que quelque part, ils vont être en société demain et que être en société, ça va pas juste consister à avoir un casque sur la tête et avoir ChatGPT qui va leur dicter la phrase qu'ils vont prononcer. Que quelque part, eh ben, s'ils ont quelque part, un exemple qu'il me donnait, qui m'avait frappé, c'était, il se disait, mais si je suis demain en train de discuter avec un ami ou quelqu'un que je connais, et puis j'aime le basket, et donc on parle de basketball, et je me rends compte que l'autre, il sait plein de choses sur le basketball, donc c'est génial, donc on parle pendant un moment longuement de basketball, puis à un moment donné, je me rends compte qu'en fait, il ne sait rien. En fait, il est juste en train de répéter ce que l'IA est en train de lui souffler à l'oreillette. D'accord? Et là, il se dit: «Mais en fait, socialement, cette personne n'existe plus pour moi. Elle ne m'intéresse pas». D'accord? C'est-à-dire, je n'ai pas un peu envie, effectivement, de la même manière que Benoît disait, j'ai pas envie de profs qui sont juste en train de me répéter un cours qui a été écrit par ChatGPT, d'accord? Mais en fait, je n'ai pas envie d'avoir des relations sociales basées sur une IA qui est en train de donner un discours. Et donc, ils ont des vraies raisons pour apprendre, ils ont des vraies raisons pour étudier, mais qui ne sont pas celles qu'on encourage malheureusement, d'accord? Notre système universitaire, et alors le système du lycée est encore pire, il est en train d'encourager essentiellement à avoir des notes. Alors, une remarque que je fais toujours, c'est l'enfant de 11 ans, quand il rentre à la maison, on ne lui dit pas qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, on lui dit est-ce que tu as eu des notes. D'accord? Donc, quelque part, on les formate dès un jeune âge à étudier pour avoir des notes. Au bout d'un moment, c'est assez logique qu'un étudiant soit persuadé, comprenne ou ait l'impression que sa seule raison d'être en tant qu'étudiant, c'est de ramener des bonnes notes. Donc là, de dire que non, non, en fait, les vraies raisons, elles sont ailleurs. Et ces vraies raisons, elles vont être développées
par les étudiants eux-mêmes, et elles nous sont très favorables. C'est-à-dire que c'est vraiment ça rend le métier d'universitaire tout à fait passionnant que de se dire bon, ben, comment je fais pour les aider à développer l'esprit critique, comment je fais pour les aider à être de meilleurs êtres sociaux, comment je fais pour leur permettre d'acquérir ce plaisir que moi j'ai, qui est le plaisir de savoir ou le plaisir de réussir à faire quelque chose de difficile. Bon, c'est ça qu'on doit réussir à faire. Merci. Je dois dire que moi, je suis professeur au département d'informatique de Polytechnica, où mon collègue Stéphane Trouchan-Mato est aussi professeur, et qu'on considère notre département comme étant le meilleur département technique du pays. Et c'est pas avec, disons, c'est pas une exagération, puisque c'est quelque chose qui est reconnu par tout le monde, aussi bien les enseignants et l'environnement industriel. Et on a fait un sondage entre les étudiants pour savoir quelles sont les valeurs qui sont pour eux plus importantes dans le département, dans la faculté où ils apprennent. Et la première valeur qui a été la plus considérée dans le sondage a été la communauté. La capacité d'être dans une communauté qui représente une élite, une communauté dans laquelle ils peuvent évoluer, ils peuvent discuter, débattre des problèmes, avoir les mêmes intérêts. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important parce que moi, j'ai vraiment apprécié leur position puisqu'ils ont identifié vraiment une valeur qui est très importante pour leur développement professionnel. Mokhtar. Oui, merci beaucoup. En fait, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Colin, effectivement, parce que c'est une idée, c'est l'une des conclusions que j'ai constatées dans la petite investigation que je fais dans mon petit périmètre personnel d'enseignement, parce que j'ai des cours de master et des cours de licence. Et c'est vrai qu'il ne faut, à mon sens, ni généraliser, ni plus ou moins partir sur une modélisation générale transversale. Le lien, le rapport avec ChatGPT, avec les enseignants, diffère d'un étudiant en master ou un étudiant en licence. Comme tu as dit, en master, j'ai beaucoup de demandes. Cela veut dire les étudiants remontent avec des questions parce que, à mon sens, ils sont plus sensibles à cette question-là, étant donné qu'ils sont tout près du marché de l'emploi. Donc, ils se projettent dans un marché de l'emploi où ils doivent partir avec des compétences pour savoir les mettre en pratique et réussir leur métier. Alors qu'un étudiant en licence, en première année ou en deuxième année, comme tu as dit, Colin, effectivement, l'essentiel pour lui, c'est la note. Donc, quand on leur donne un devoir à faire, s'il utilise ChatGPT sans raisonnement, l'essentiel pour lui qu'il ait une bonne note en fin de parcours. Donc, à mon sens, c'est vraiment éviter les stéréotypes et éviter une modélisation transversale qui accompagne un peu l'usage de ChatGPT. Effectivement, ça dépendra un peu du public cible à qui on a affaire. Parce qu'il y a des réalités et des vérités qui diffèrent d'un niveau à un autre. Voilà, c'est juste le point que je voudrais souligner. Merci. Maintenant, j'aimerais, disons, poser une autre question qui sera plutôt orientée sur comment le monde francophone peut-il contribuer au développement de l'intelligence artificielle générative, mais surtout à son utilisation, une utilisation qui sera plus inclusive, éthique, et quelles stratégies pourraient être mises en place pour renforcer les systèmes éducatifs dans l'espace francophone. Alors, parmi les intervenants qui veulent commencer. Benoît, Colin ou Stéphane? Je vais dire seulement quelques
chose, mais pas très longue. Tout d'abord, je veux remarquer, moi, bien sûr, je suis roumain, je ne suis pas de France, mais on doit dire que France a Mistral, peut-être vous connaissez. C'est un système similaire avec ChatGPT, très, très puissant. Il y a bien sûr une contribution de CEBIT de la France dans ce domaine. Et qu'est-ce que c'est très important, c'est que on peut très facilement utiliser ChatGPT ou des autres systèmes dans des autres langues, dans la langue française. Ça c'est très important parce qu'avant l'Internet, c'était, vous savez, la majorité des textes étaient en anglais. Et c'était un problème. Mais sa multilingualité, c'est une chose très, très importante. Et c'est une occasion pour bénéficier de la langue. Et moi, personnellement, je suis ingénieur des ordinateurs, mais j'ai été toute ma vie très, très passionné, lié avec les disciplines humanistes, avec la littérature, avec la musique. Et bien sûr que, par exemple, la littérature française, c'est quelque chose de très, très extraordinaire. Et il y a, peut-être ça, on doit enseigner les étudiants de lire et d'apprendre une langue étrangère. C'est très important et de lire des œuvres littéraires dans l'original, c'est aussi très important. Je voulais seulement dire un peu, mais je crois que cette possibilité ouvre des portes pour l'utilisation de langue française de la francophonie. Je voudrais ajouter que, en fait, la France n'est pas la francophonie. C'est-à-dire que même si effectivement le français est la langue officielle en France, c'est pas le seul pays où ça marche. Et je crois qu'avec les outils d'intelligence artificielle, on va avoir des capacités comme ça de pouvoir traduire ou de pouvoir travailler. Parce que on l'a esquissé tout à l'heure quand on a parlé des différents métiers des enseignants et des différentes matières enseignées. Mais je crois que toutes les matières autour de la littérature, autour de la gestion des rapports, fabriquer de l'écrit en fait, fabriquer de la traduction, toutes ces choses-là vont être extrêmement bouleversées dans la manière d'apprendre avec les outils d'IA générative. Et donc, pour revenir à la francophonie, je pense que ce qui nous rassemble, c'est une forme de culture qui est liée à la langue. Ce n'est pas la culture de nos pays, c'est la culture liée à la langue. Et donc une façon de former l'esprit un petit peu, ou de réfléchir, de former. On a parlé de l'esprit critique, je pense que il y a peut-être des manières différentes de faire de l'esprit critique selon la langue. Et donc, ce qui peut nous rassembler dans la francophonie, c'est l'usage de cette langue française pour pouvoir justement partager notre côté humain vis-à-vis de l'IA. Et donc, ça va peut-être se faire, c'est sans doute des phrases soit frappées sous le bon sens, sous le sceau du bon sens, soit des phrases complètement creuses, que je dis. Mais je crois qu'il faut qu'on trouve une piste de travail en commun avec nos étudiants, ou mettre nos réflexions ensemble pour que la langue que l'on utilise soit effectivement la chose qui va nous rassembler face aux machines, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, on voit partout la demande des étudiants d'aller vers une formation à l'esprit critique, à savoir quelles sont les compétences qui sont attendues, quel est leur rôle, enfin, les accompagner un petit peu là-dessus. Et comme notre accompagnement se fait en français, il y a peut-être des échos ou des complémentarités trouvées dans nos cultures nationales différentes à travers cette même langue. Bon, moi, je veux dire que c'est pas gagné. D'accord, je veux dire que c'est pas gagné pour quand même, c'est un débat, donc on a le droit de ne pas être d'accord. Mais j'ai l'impression de voir à travers les IA génératives, non pas la victoire de la langue anglaise, en fait, ça c'est assez curieux, c'est pas du tout la victoire de la langue anglaise, mais c'est la victoire du multilinguisme. Et c'est vraiment tel quel la possibilité de travailler effectivement dans toutes sortes de langues et de basculer d'une langue à l'autre, etc. Du moins en surface, d'accord? Du moins pour des choses très simples.
Le problème, c'est que quand on veut faire des choses effectivement un petit peu plus compliquées, ça coince si on n'a pas la langue de la personne d'en face. Mais la qualité des outils de traduction automatique est juste bluffante, hein. Moi, je suis bilingue français-anglais, mais je me pose pas la question. J'utilise DeepL pour traduire et ensuite je relis et je rechange. Je ne vais pas du tout perdre du temps à essayer de faire ça moi-même. C'est complètement idiot. Je veux dire, la quantité de mots justes que va me trouver un logiciel de traduction est absolument extraordinaire. Donc, c'est dire que pour tout ce qui est de la communication, on va dire un petit peu basique, toute la communication, en plus à travers des artefacts, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je pense, ou à peu près, que ce débat, on pourrait l'avoir chacun dans une langue différente dans pas très longtemps. Ça pourra marcher. Maintenant, il y a quand même plein de situations où ça va pas et où on a envie de partager une langue commune parce que le partage va être meilleur. Il y a tout simplement les situations sociales. Je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure. Un des trois grands vecteurs pour mes étudiants, c'est j'ai envie d'être un être social. Et un être social, en particulier, ça s'acquiert à travers une langue partagée. Donc ça c'est intéressant parce que c'est pas nécessairement quelque chose d'élitiste. C'est-à-dire que si on commence à uniquement trouver des arguments élitistes, comme par exemple de pouvoir lire Camus dans le texte, c'est bien, je suis d'accord qu'il faut lire Camus dans le texte. Mais là, je sens que je vais avoir du mal à ne pas en faire un argument très élitiste pour dire certains d'entre vous arriveront à un niveau de français qui leur permettra de lire Camus dans le texte. Alors, la plupart des étudiants qui en France ou des élèves qui en France étudient l'anglais sont pas capables de lire un bouquin en anglais après. Donc il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on trouve des arguments pour la langue qui soient des arguments, alors par opposition, je vais peut-être dire populiste, mais populiste, c'est pas génial comme terme, mais qui sont finalement, qui parlent à tout le monde, c'est-à-dire qu'ils sont accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que même d'en avoir fait un petit peu de français, d'accord, va te permettre quand même de partager des choses et d'avoir des expériences humaines, des expériences sociales que tu n'aurais pas sinon. Mais il y a du boulot à le faire. Il y a du boulot à le faire. On a des profs, par exemple, qui sont aujourd'hui en train de très vite mettre leurs élèves derrière Zoom, ce qu'on est en train de faire là, pour avoir des discussions dans la langue étrangère apprise avec des enfants d'un autre pays. D'accord? Pour que quelque part, ils voient que c'est génial, qu'ils peuvent soudainement avoir des discussions, qu'il y a effectivement cet aspect social. Mais sinon, être juste en train d'apprendre une langue pour apprendre une langue, avec les arguments d'hier, qui étaient des arguments, si tu le fais pas, tu trouveras pas de boulot ou je sais pas quoi, ça marche pas. Voilà, donc je pense que je suis pas sûr. Je pense qu'il y a une culture clairement différente langue par langue, qu'on ne réfléchit pas de la même manière au même concept dans les différentes langues, donc je suis d'accord. Mais pour arriver à réfléchir dans une langue, il faut quand même atteindre un sacré niveau, d'accord? C'est pas donné, c'est pas si évident que ça. Et donc si on veut avoir des arguments pour la francophonie, pour que finalement ce soit quelque chose d'intéressant pour tout le monde, il va falloir aller les chercher, ces arguments, et il va falloir trouver des arguments peut-être du côté du plaisir, peut-être du côté du social. Il va falloir travailler. Moi, j'aimerais poser une question de suite pour, disons, les choses qu'on doit penser et on doit voir comment on peut se faire dans la francophonie. Moi, je sais pas, par exemple, dans mon pays, la Roumanie, qu'on a vraiment un problème pour apporter quelque chose de nouveau au niveau de l'intelligence artificielle générative. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que ce sont les pays comme les États-Unis, la Chine ou peut-être la Grande-Bretagne qui, disons, imposent le développement de l'intelligence artificielle générative et qui sont les premières à développer des outils, ainsi de suite. Alors, la question que je me pose pour mon pays, et j'aimerais vous poser la même question pour l'espace francophone, est-ce que dans ces conditions où il y a les grandes puissances technologiques qui développent et qui, d'une certaine manière, imposent l'utilisation de l'intelligence
artificielle générative, est-ce que la francophonie peut avoir une contribution, peut faire quelque chose dans cette direction? Il y a des questions que je n'ai pas les réponses, mais je sais que je me pose des questions souvent en utilisant l'IA générative. Savoir si finalement ce que j'écris quand c'est écrit en français, est-ce que c'est traduit en anglais pour fabriquer la réponse ou est-ce que c'est directement travailler sur des textes en français? Il y a des fois, on a des indices parce qu'on voit les éléments intermédiaires qui sont effectivement qui peuvent apparaître en anglais, mais en fait, on ne sait pas comment les machines réagissent. Donc en fait, je pense que notre travail dans l'espace francophone, c'est en tout cas entre nous, effectivement, de travailler sur le français. Mais est-ce que les machines vont nous y aider en nous aidant à travailler sur le français ou est-ce qu'elles passeront par une langue intermédiaire? C'est un petit peu compliqué. Et si on arrive à montrer qu'il y a un intérêt à travailler du français au français, parce qu'il y aurait peut-être des pertes ou des modifications, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire entre nous pour regarder quels sont observés sur les outils en question. Est-ce qu'ils traduisent nos propos avant de les retraduire ou pas? Et quelle différence il y aurait entre une traduction ou pas une traduction? C'est-à-dire aller nativement chercher dans des textes en français des réponses pour une question qui est en français, ça ne sera pas pareil qu'aller chercher dans des textes plurilingues une question qui est posée en anglais. Le genre de petites choses qu'on peut essayer de faire. Mais encore une fois, c'est plus des questions que des réponses. Je n'ai pas d'idée là-dessus. Colin, Stéphane? J'ai pensé un peu à cet aspect de contribution de francophonie. Comme j'ai dit, j'ai été permanent très lié avec l'aspect de humanisme, de discipline humaniste. Je crois que tout d'abord, ici aussi, il y a une place pour les philosophes, les stylistes français de écrire, de évidencier que, bien sûr, ChatGPT peut même écrire des littérature, mais c'est d'autres choses. En fait, dans la francophonie, il y a cette tradition que j'ai dit de grands écrivains, de grands penseurs, de philosophes. Et maintenant, c'est un enthousiasme. C'est un grand enthousiasme, mais c'est bien sûr, c'est justifié. Mais on doit, comme j'ai dit, on doit évidencier que l'homme en général a aussi des autres choses. Vous savez qu'il y a beaucoup d'opinions que l'intelligence artificielle a dépassé les hommes, qu'on a obtenu l'artificial general intelligence, que les hommes, même cette idée de transhumanisme, post-humanisme, ça. Et il y a aussi de grands noms dans l'intelligence artificielle qui dit qu'on doit être très lucide, que ce n'est pas la situation que les hommes seront dépassés, remplacés par l'intelligence artificielle. Et je crois que aussi on doit, je crois que dans le futur, les philosophes, les esthéticiens, les littérates français de francophonie. Quand je discute les problèmes d'éthique de l'artificial intelligence, cet système d'artificial intelligence générative sont basés par, vous savez très bien, ils sont entraînés par beaucoup de textes écrits. En effet, tous les textes qu'on a
pu utiliser pour l'entraîner. Wikipédia, il y a de bias parce qu'il y a plus de textes en anglais que de textes dans d'autres langues, même dans le français. Aussi, il y a des bias territoriales. Il y a par exemple, et ici sont l'exemple, il y a une culture extraordinaire en Afrique qui n'est pas présente si beaucoup écrits, de livres, de textes que ces deux autres continents comme Europe, Amérique et Asie. Et cette chose, je crois qu'on doit être discuté aussi. On doit continuer d'écrire en français et de promouvoir les cultures. C'est aussi la Roumanie. La Roumanie, ce n'est pas un très grand pays, mais c'est un des pays grands en Europe. Par exemple, quand je discute de francophonie, quand j'étais petite, il était beaucoup de personnes apprenaient français. Maintenant, c'est peut-être pas si on préfère d'apprendre l'anglais. On doit faire aussi une politique de informer et de promouvoir la pensée et l'esprit français dans non seulement dans la littérature, parce que aussi dans les arts en général. Il y a bien sûr beaucoup de contributions dans la peinture, la musique, dans les autres. Parce que il est ce danger, comme j'ai dit, introduire des bias, des problèmes d'éthique par ce système. Et ici, on doit bien sûr activer de changer ce problème. Je vais faire un truc un peu court là-dessus. C'est de dire, on a peut-être une chance en francophonie, c'est justement que les outils sont tous anglophones. Donc on a cette distance qu'on peut avoir par rapport aux outils que les anglophones n'ont pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, et en particulier dans le domaine de l'éducation, mais le domaine de la recherche qui avait été soulevé tout à l'heure, c'est la même chose, on peut quand même avoir une analyse critique. D'accord, sur l'utilisation de l'IA. On peut quand même, avant de l'accepter et juste de s'adapter et de tout adapter pour que l'IA fonctionne, mais se reposer des questions. Donc moi j'ai une expression que j'utilise, mais je suis désolé, c'est de l'anglais, c'est meet me halfway. Rencontrons-nous à mi-chemin. Et ça, c'est quelque chose que je suis en train de voir se produire un petit peu trop avec l'IA en ce moment. Ça veut dire que les enseignants, les autorités ont tellement envie que l'IA fonctionne qu'on va changer la règle du jeu pour que l'IA fonctionne. Un exemple typique, c'est je vais me laisser convaincre que dans l'anglais, ce qui compte, c'est le score au TOEIC. Et donc, ça devient, écoute, si je regarde, une IA est meilleure pour enseigner à préparer le TOEIC qu'un enseignant. C'est possible, hein, parce que pour plein de raisons, etc. Donc, le TOEIC, je ne sais pas si tout le monde voit, mais enfin, c'est juste un système de questions-réponses qui permet d'avoir une note en anglais. Et le résultat, c'est qu'on est petit à petit en train de changer nos systèmes universitaires pour ne plus enseigner l'anglais. Alors bien sûr, on enseigne encore l'anglais à ceux qui se spécialisent en anglais, mais pour ceux qui sont en sciences, en informatique par exemple, au lieu d'apprendre l'anglais, ils sont en train d'apprendre, ils font une préparation TOEIC. Voilà. Et c'est le genre de choses que nous, dans le système francophone, parce que quelque part, on n'a pas à adhérer aveuglément à l'IA, on pourrait quand même prendre un petit peu de distance en train de se dire, ne transformons pas les règles de la recherche ou les règles de l'éducation
de façon à ce que l'IA fonctionne. Pour la recherche, c'est la même chose. Pour la recherche, on nous a expliqué qu'il fallait absolument avoir des impact factors, des H-index, de toute une série de choses très, très numériques. Et dès que, en fait, vous mesurez un métier ou vous mesurez une activité humaine dans des termes numériques, ben, vous faites le lit à l'IA. Parce que l'IA, là, maintenant, elle est capable de créer une fonction objectif, et en fonction de cette fonction objectif, de ces datas, et elle va essayer de faire mieux. Et c'est clair qu'aujourd'hui, vous voulez augmenter votre impact factor, il n'y a pas de problème. Il y a des endroits, il y a des sites web où vous pouvez payer un peu pour avoir des articles qui vont être publiés. Donc, parce que quelque part, on a confondu le métier de chercheur avec cette unité de mesure qui était l'impact factor ou le H-index. Ou on a confondu la qualité de savoir parler une langue avec obtenir un score à tel ou tel examen. Donc, si quelque chose on peut faire, c'est comme on a quand même un petit peu de recul et qu'on est en même temps quand même capable de comprendre ces technologies, mais de se reposer des questions avant de faire glisser nos systèmes éducatifs ou nos systèmes universitaires, de les faire glisser vers du tout normé, du tout performatif, vers lequel on est en train d'être poussé, hein, clairement, parce qu'en fur et à mesure qu'on le fait, effectivement, ça donne de meilleures chances à l'IA de fonctionner. Donc, on aura de meilleurs résultats par rapport à ces mêmes normes. Donc, on sera encouragé à continuer. Bon, et là, effectivement, il y a peut-être un esprit francophone qui peut se développer pour résister un peu à ce genre de choses. Merci. Mokhtar? Oui, bon, ça devient intéressant, effectivement. Moi, j'aimerais bien attirer l'attention sur un périmètre un peu négligé, à mon sens. C'est qu'on utilise, pour la francophonie, après tout, parce que j'ai vécu un peu le même questionnement sur un autre créneau. Et je crois que si on part du fait que l'IA, finalement, est une technologie, c'est des logiciels, c'est des algorithmes, c'est des big data, c'est des LLM qui sont développés dans les réseaux, etc. Donc, et la technologie, cela veut dire qu'il y a des artefacts, il y a des machines qui sont développées par l'industrie. L'industrie du logiciel, l'industrie du hard et du soft, cela veut dire finalement, on sait bien que les industriels fonctionnent sur la base de normes et standards. Je ramène un peu vers un créneau que je connais un peu. Normes et standards, cela veut dire que les industriels vont développer, en fonction du besoin de marché, un certain nombre des solutions technologiques qui répondent à des standards pour l'interopérabilité, pour la facilité, les interfaces, etc. Et également, il y a le secteur de la normalisation qui lui-même, avec les standards qui fonctionnent ensemble, pour plus ou moins structurer un peu le marché mondial de la technologie, de sorte que, effectivement, tout soit fait selon des directives, des consignes, etc. Et si on sait pertinemment que la technologie n'est pas neutre, que la technologie véhicule des valeurs culturelles et linguistiques, c'est là où, effectivement, la francophonie pourrait jouer un rôle important en étant présente dans les cercles de décision où ces technologies se définissent. Je parle, comme j'ai dit, d'une expérience personnelle, dans le sens où, depuis 2000, je représente l'AUF au sein d'une structure internationale de normalisation, le sous-comité 36, qui fait des normes des technologies éducatives, et dans laquelle, effectivement, j'ai découvert l'enjeu industriel, économique énorme de développer des normes internationales d'enseignement à distance, vu que derrière, ça génère effectivement un positionnement, une primauté de positionnement sur le marché, qui m'a expliqué au début pourquoi les pays industrialisés, surtout les Américains, qui sont là de tout leur poids, ils viennent avec des solutions clés en main pour les imposer, pour dire pourquoi vous perdez de temps, voilà les solutions, faites-en des standards. Et lorsqu'on en fait un standard, imaginez le résultat sur l'impact sur le marché, de sorte que toute l'industrie, toute la technologie sera labellisée US. Donc, à ce moment-là, il y a eu beaucoup de résistance culturelle et linguistique, culturelle de la part des Asiatiques et également des francophones. Je me souviens, à ce moment-là, on a fait une coalition francophone entre Français, Belges, Canadiens, pour dire non, non, on ne prend pas le modèle américain pour en faire un référentiel international. On va discuter ce que vous nous proposez et essayer de défendre les spécificités de la langue française et les spécificités culturelles des pays francophones. Et là, effectivement, je prends juste le cas des métadonnées. Le LOM, par exemple, dans le SC36, qui a été pris en charge par des francophones, Yolande Borda et Gilles Gauthier, qui est un Canadien et Française, qui ont pris un peu
qui était chef d'équipe de la production et développement du LOM et maintenant du MLR, pour faire en sorte à ce que les spécificités linguistiques et culturelles de la francophonie soient présentes. Et là, effectivement, le modèle après qui sort pour l'industrie, les normes qui sont publiées, effectivement, portent des valeurs linguistiques et culturelles francophones. Là, aujourd'hui, il y a des comités techniques qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Je prends l'exemple du sous-comité 42, qui travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle. Je ne sais pas, je me demande si l'AFNOR est présente ou non, parce que sur ce côté-là, je ne connais que l'aspect éducatif avec l'AFNOR. Et également, au sein du AC36, on a créé une équipe ad hoc pour l'intelligence artificielle en éducation. Alors, ces équipes fonctionnent sur la base de ce qu'on appelle les case studies. Cela veut dire qu'avant de proposer une norme qui sera reprise par l'industrie, on récupère un maximum d'études de cas pour voir comment les communautés linguistiques et culturelles utilisent une technologie particulière pour s'en inspirer afin de préparer un cadre de référence qui serait un modèle, un prototype que les industriels vont prendre pour développer une technologie quelconque. Donc là, à mon sens, bon, c'est juste un petit créneau, là, parmi tant d'autres, sur lequel la francophonie devrait œuvrer considérablement pour être présente à la source. Parce qu'après, quand ça tombe sur le marché, on va le prendre tel quel. Et si on n'est pas présent pour définir à la source les spécificités culturelles et linguistiques de la francophonie, c'est qu'on va subir, comme l'a dit Colin, on va subir toute la production anglo-saxonne et on sera obligé de l'utiliser avec les risques que parfois ça ne passe pas avec nos spécificités particulières. Est-ce que la francophonie, je me demande actuellement, a un point de vue, un positionnement dans le développement, la construction des LLM, de ces modèles langagiers qui permettent aux IA de fonctionner? Oui ou non? Et c'est un enjeu stratégique parce que ça permet à la francophonie de ne pas rester au stade consumériste uniquement, mais également elle va intervenir au niveau du conception et du développement. Donc voilà un peu un petit regard sur un des aspects, parce que c'est vraiment très complexe et très composite là où on peut intervenir pour marquer sa présence. Merci. Merci. Comme vous savez probablement, l'AUF est maintenant en train de développer la stratégie pour la nouvelle période. Et bien sûr que dans cette stratégie, l'intelligence artificielle aura un lieu important, aussi bien que l'intelligence artificielle générative et l'IAG dans l'enseignement. Je pense que ce sera très bien qu'on participe, on donne nos idées, nos réflexions sur le rôle de l'intelligence artificielle générative en général et aussi dans l'enseignement, contribuer à cette stratégie d'une façon ou d'une autre, puisque ça sera une composante importante de la stratégie de l'AUF. L'AUF a un rôle important dans le monde et il faut avoir le mot sur comment faire et comment utiliser l'intelligence artificielle générative. Maintenant, notre webinaire a été prévu pour 1h30. Cela ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter ici. Alors, j'aimerais demander aux participants, au public, aux intervenants, si vous désirez ajouter des choses ou poser des questions. Par exemple, les participants poser des questions aux intervenants, les mettre en difficulté, par exemple. Ah oui, Colin? Bon, allez, je vais mettre en difficulté mes amis là qui sont là. On a parlé beaucoup éducation et formation. On n'a pas du tout, ou presque pas, j'ai entendu le mot une fois, parler recherche. Or, la recherche dans l'université, c'est effectivement un des gros morceaux.
La recherche est aussi aujourd'hui en train d'être impactée par l'IA. Fortement. Alors, je pense qu'il n'y a aucun enjeu particulier de la francophonie là-dedans et que c'est probablement les mêmes enjeux ailleurs. Mais je vois beaucoup de gens de plein de pays là. Et quand on voit l'impression d'accélération que donne l'IA, l'autre jour, j'avais un doctorant qui me disait, c'est bien, avec l'IA, avec ChatGPT, je peux maintenant faire ma thèse en 1 an. Donc c'était intéressant comme réponse parce que j'ai réfléchi un peu et je lui dis, je crois que tu as raison, mais ça ne veut pas dire que tu seras un docteur. Mais néanmoins, voilà, si encore une fois, de toute façon, c'est comme pour les examens, si à la fin, tout ce qu'on juge, c'est le document, c'est-à-dire c'est l'objet qui est à bout, enfin qui est présenté, et ben, ça questionne. Donc peut-être est-ce qu'on peut quand même, vu que c'était dans l'enseignement supérieur et que la recherche en fait partie, est-ce que mes collègues ont là-dessus des idées vers où on va et ce qu'on est ou ce qu'on devrait être en train de faire par rapport à la présence de surtout des IA génératives en recherche? Ah oui, Benoît. Oui, merci Colin, c'est effectivement une excellente question et je pense qu'il faut qu'on se la pose tous en tant que chercheurs et qu'on le regarde avec l'honnêteté en fait de notre situation. Moi je crois qu'un élément de réponse ou un élément à creuser, ça a été annoncé tout à l'heure, mais c'est dans la fausse impression que l'on gagne du temps avec l'IA. Et donc en fait, on nous vend, de toute façon les marques et les firmes qui travaillent sur des outils d'IA générative, nous vendent le fait de gagner du temps. Et ce que tu dis avec le doctorant qui va gagner effectivement 2 ans. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on a gagné? C'est-à-dire que si on regardait un petit peu tout le temps qu'on va gagner, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et on va se rendre compte qu'en fait, c'est pas vraiment une gain de temps. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses sur lesquelles il faut de la maturité, il faut de l'approche, et donc il faut aller un peu plus profondément. Et ça, on est capable de le tenir avec des doctorants, mais il faudrait qu'on le tienne aussi entre collègues. C'est-à-dire en fait, combien de publications je vais être capable d'écrire par an grâce à l'IA générative. Et donc je vais bien voir que finalement, mon score, qui était peut-être, bon dans mal an, 2, 3, 4 publications, va monter à 6, 10 publications. Et on va tous faire ça. Et donc en fait, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'écrire 10 fois si on n'a qu'une source d'idées en fait? Et donc c'est plutôt dans ces approches raisonnées de frugalité ou d'économie qu'il va falloir essayer de trouver les réponses. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. La question, elle est monumentale et elle est devant nous. Et en fait, c'est à nous d'y répondre, quoi. Ouais. Stéphane? Stéphane? Tu as la main? Oh non? Je n'ai pas attendu, tu as dit. OK. Je veux seulement ajouter que, comme j'ai dit, cet outil de traitement de langage naturel, de artificielle intelligence générative, sont basés à des corpus de textes. Elle apprend de la quantité existante de textes et c'est très important d'écrire en français. Je sais qu'il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup de places où on dit, OK, on peut envoyer l'article en français ou en anglais. Et beaucoup de gens préfèrent probablement d'écrire en anglais, pas en français. On doit avoir beaucoup de textes nouvelles écrits en français et aussi, comme je dis relativement au bias, d'encourager tous les pays de tous les continents d'écrire en français parce que il y a une action permanente de ajouter de nouveaux corpus, de nouveaux textes pour les dernières versions de LLMs, de Large Language Models. Ça c'est, je crois, important parce que, comme j'ai dit, c'est seulement aussi
francophonie a aussi non seulement la langue, mais toute la culture qui est inclue. On doit si on ne pas utilise, et aussi peut-être il est très bien d'utiliser tous ces systèmes ChatGPT et des autres aussi en français, parce que ces systèmes sont quelques systèmes apprennent de notre discussion. C'est aussi moi, je travaille aussi dans le développement de systèmes de TAL et je sais que j'ai vu un article, OK, on a entraîné ChatGPT et ce système avec tous les textes de l'heure, mais qu'est-ce qu'on fait dans le futur? Bien sûr, ils veulent inclure les nouveaux livres, textes. OK, c'est une proposition. J'aimerais ajouter quelque chose. Bien sûr que l'IA générative, ChatGPT, ainsi de suite, sont des développements extraordinaires et qui nous aident dans beaucoup de tâches. Pourtant, il y a encore lieu de développement parce que la plupart de ces outils sont au niveau de langage. Comme on a vu, on a discuté ici beaucoup sur les langues, le langage. Par contre, la communication entre les humains et aussi bien beaucoup de tâches qu'on a à résoudre ne sont pas uniquement basées sur le langage. Il y a beaucoup d'autres aspects. Il y a la communication visuelle, il y a tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit. Bien sûr qu'en ce moment-là, j'ai vu que les LLM, ChatGPT, ainsi de suite, ont commencé à se concentrer sur la partie visuelle des images, des vidéos, mais il faut aussi être capable de mettre en liaison la partie communication en langage que communication visuelle. À part ça, la communication entre humains et aussi bien les défis de certaines tâches impliquent plus que ça, impliquent aussi une communication par des gestes, par le langage des mouvements du corps, par, disons, comment est la figure, l'expression, les émotions. Et je pense que de ce côté-là, il y a une limitation en ce moment-là, je ne sais pas comment ça va être dans les prochaines années, une limitation au niveau des communications et au niveau de la palette de tâches que, en ce moment-là, l'IAG peut résoudre. Et je pense que la recherche, maintenant, disons, je change un peu le focus en partant de comment l'IAG peut s'intégrer et comment l'utiliser dans la recherche, sur un autre focus qui s'adresse au comment faire avancer la recherche dans l'IAG. Je pense qu'ici, même nous, des pays qui ne sont pas des grandes puissances technologiques, nous pouvons avoir une contribution. Essayer d'intégrer tous ces moyens de communication qui sont des communications importantes entre les humains et aussi dont on a besoin pour résoudre un certain nombre de tâches. Oui, si je peux ajouter, c'est très bien ce que tu as dit, Adina. Ici, je voulais ajouter, tu as dit, par exemple, la dimension de générer des images, que l'on dit artistiques, génération d'art par l'ordinateur, par le système d'intelligence artificielle. Et dans mon opinion, ils sont dans beaucoup de cas de kitsch, en effet. Ici, il y a une Picasso, par exemple, par quelques lignes, il
pouvait faire une œuvre d'art. L'intelligence artificielle, c'est aussi, tu as dit, de communication, aussi bien sûr, c'est la communication visuelle dans le domaine artistique, de tableaux, de peinture mais aussi. Bon, alors, si on n'a pas d'autres interventions, j'aimerais remercier beaucoup à nos intervenants et aussi aux gens ou aux participants qui ont pris la parole. Je pense que on a mis en lumière des choses qui sont extrêmement intéressantes. Bien sûr, la discussion ne peut pas s'arrêter là. On a déjà identifié beaucoup de points ouverts, des questions ouvertes, pour lesquelles en ce moment-là, on n'a pas de bonnes réponses. Mais c'est uniquement en discutant, par des débats sur ces questions, qu'on peut essayer au moins d'avoir des réponses. Peut-être pas les meilleures, mais des réponses. Je remercie beaucoup les professeurs, Monsieur Benoît Leblanc, Monsieur Colin de la Higuera et Monsieur Stéphane Treuchamp-Mato pour leur participation au séminaire. Je remercie tous les participants, toutes les personnes qui ont intervenu. Et je pense que c'est une bonne idée qu'on a enregistré notre webinaire parce que comme ça, d'autres peuvent bénéficier de ce qu'on a discuté ici. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup pour l'organisation. Très agréable. Merci, bravo. Alors, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.